Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une facture astronomique. 45 millions d'euros, le montant de l'ardoise laissée par des patients algériens qui viennent se faire soigner dans les hôpitaux français. À l'heure où le gouvernement cherche la moindre économie, comment un tel trou dans les comptes est-il possible, Antoine Bienvaux ? Eh bien, il faut distinguer deux types de patients. Il y a d'abord les Algériens disposant d'un passeport diplomatique qui viennent consulter les grands spécialistes français directement. Un accord ancien passé entre les deux pays les autorise à partir sans payer la consultation, mais la facture doit normalement, selon ce même accord, être remboursée à la France par la sécurité sociale algérienne. Or, selon les informations d'Europe 1, Alger conteste souvent ses frais médicaux et ne s'acquitte que d'une partie de la somme due à la France, ce qui crée un trou dans les caisses des hôpitaux français. Et puis, il y a d'un autre côté les patients algériens moins fortunés qui profitent d'une visite familiale en France pour venir se faire soigner à l'hôpital. Pour éviter de payer, certains empruntent la carte vitale d'un proche français ou ne règlent tout simplement jamais la facture envoyée à leur domicile. Le phénomène est connu depuis plusieurs années. Dès 2017, un rapport sénatorial établissait déjà à 27 millions d'euros la dette algérienne pour les seuls hôpitaux de Paris, 38 millions pour l'ensemble du territoire. Antoine Bienvaux. Elle est silencieuse, sans doute moins polluante, mais la voiture électrique n'arrive pas à convaincre les Européens. Seulement 13,6% de part de marché, question de prix, d'autonomie et de confiance. Selon une étude CSA, 73% des Français estiment que la volonté de l'Union européenne de mettre fin au moteur thermique en 2035 est irréaliste. Constat qui se confirme en concession. Reportage à Toulouse du correspondant d'Europe 1, Alexis Bourdon. Je suis amoureux du thermique. Dans cette concession d'une marque allemande, Stéphane, chauffeur de taxi, est à la recherche de sa prochaine voiture. Et pour lui, l'électrique n'est pas une option en raison d'une autonomie limitée. On est quand même amené à faire beaucoup de kilomètres. Les véhicules électriques, c'est dur de dépasser la barre des 500 km réels. Le problème, c'est que nous, vraiment, ce qui nous freine, c'est vraiment ces distances que l'on parcourt qui sont trop longues en fait. Pas d'électrique non plus pour Raymond. Le retraité venu faire l'entretien de sa voiture n'imagine pas la vie sans son moteur thermique qu'il juge plus performant. Je possède une excellente voiture, 6 cylindres, diesel, avec un moteur extraordinaire, donc je ne suis pas pour me positionner sur une voiture électrique. Avec cette baisse d'intérêt, côté concessionnaire, on mise sur des offres plus avantageuses pour tenter de faire redécoller ce marché. Les constructeurs poussent assez fortement le véhicule électrique. Nous, on le voit par rapport à nos offres de location qui sont plutôt à inciter les clients à basculer sur l'électrique en leur proposant des loyers plus intéressants que des véhicules thermiques. L'an dernier, en France, le nombre d'immatriculations de véhicules électriques a reculé de plus de 3%. Toulouse, Alexis Bourdon, Europe 1. L'électrique à la peine malgré un argument de poids, l'écologie, argument qui ne tient pas tant que ça au regard de la composition des batteries et de la concurrence étrangère. C'est ce qu'expliquait ce matin sur Europe 1 le porte-parole de l'association Mobilité Club France, Yves Cara, avec une image bien choisie, la métaphore de la piscine. Imaginez une grande piscine olympique. On nous donne une petite cuillère, nous en Europe. On nous demande de vider la piscine olympique avec une petite cuillère, mais on nous tape en dessus parce que ça va pas assez vite. Puis vous avez 3 gros costauds à côté, l'Inde, la Chine et l'Amérique, qui jettent des gros seaux dedans. Donc voilà, c'est à peu près ce que donne la voiture électrique comme image, pour que ce soit bien parlant. Donc, des seaux de quoi ? Des seaux de charbon, des seaux de pétrole. Oui. On l'a vu avec Trump qui va ouvrir les vannes du pétrole. Il faudra bien sûr sortir du pétrole, mais pas tout seul en Europe. Ça servira pas à grand chose. On sent bien que la voiture électrique, d'abord, c'est pas totalement écologique. Il faut aller quand même chercher les minerais. Alors ça a ses avantages, hein. Si bien on n'est pas contre nous à Mobilité Club France de la voiture électrique, mais pas pour tous, ça va pas être possible. Yves Cara, invité d'Europe 1 matin à 7h10, interview à retrouver sur europe1.fr. Alors une autre injonction écologique qui pèse sur les automobilistes, les ZFE, zones à faible émission, qui interdisent depuis le 1er janvier la circulation des véhicules critère 3 dans 4 grandes agglomérations. Et ils sont chassés de Paris, Lyon, Grenoble, Montpellier, comme le prévoyait la loi Climat et Résilience de 2021. Pour Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, c'est un non-sens, écoutez. Les ZFE sont un symbole d'une absurdité réglementaire à la française et d'une ambition écologique profondément antisociale et liberticide. Cette punition s'inscrit plus largement dans une détestation de l'automobile que nous constatons chaque jour avec la future interdiction de vente de véhicules thermiques neufs d'ici 2035. Accepter les ZFE, c'est aussi consentir à une France à 2 vitesses, avec d'un côté les grandes villes débarrassées des véhicules polluants et de l'autre la France rurale
assignés à résidence. Jordan Bardella sur son compte X. C'est dans ce contexte, on le note, que 300 millions d'euros ont été retirés sur les moyens dédiés à la transition énergétique du parc automobile dans le budget 2025. Budget qui sera voté aujourd'hui au Sénat. Dernière étape avant qu'une commission mixte paritaire se réunisse le 30 janvier prochain pour trouver un compromis entre députés et sénateurs. Le texte reprend les bases du projet de loi de finances déposé par Michel Barnier, mais pour atteindre 30 milliards d'euros d'économies, il a multiplié les coups de rabot, Barthélémy Philippe. Oui, le gouvernement pousse les curseurs au maximum sur les dépenses de l'État. Les budgets des ministères sont rabotés pour récupérer 2 milliards d'euros. Les opérateurs, eux, doivent dégager 3 milliards d'euros. Pour la mission écologie, c'est près d'1 milliard d'euros de crédits supprimés, moins 800 millions d'euros pour l'aide au développement, moins 630 millions d'euros pour l'enseignement supérieur et la recherche. La majorité de droite au Sénat a voté ces mesures, à l'image du sénateur union centriste Vincent Delahaye, pour qui malgré tout, le compte n'y est pas. Il y a eu quelques coupes significatives, mais pas à l'échelle du problème. Il faut changer de dimension. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que le gouvernement puisse le faire compte tenu des contraintes politiques. De son côté, le sénateur socialiste Claude Raynal déplore certaines coupes. La technique du rabot, c'est toujours peu acceptable. Couper des crédits de la recherche, c'est quelque chose qui ne nous va pas. Et à la fois, on peut avoir un bout de compréhension par rapport à une période qui est exceptionnelle. La gauche tentera de profiter de la commission mixte paritaire du 30 janvier pour rétablir certains crédits. Barthélémy Philippe. Alors le manque de moyens, les normes qui pèsent sur l'efficacité en général, les Français en ont assez. Ouais, c'est ce que montre ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin. Près d'un Français sur deux se dit favorable à un ministère de l'efficacité gouvernementale sur le modèle lancé par Donald Trump aux États-Unis. Donald Trump qui met la pression sur Moscou pour précipiter la fin de la guerre en Ukraine. Si Vladimir Poutine ne conclut pas d'accord avec Kiev maintenant, le président américain l'assure, il n'aura pas d'autre choix que d'imposer des hauts niveaux de taxes et de sanctions à la Russie. Trump veut s'afficher en grand pacificateur. Il vient d'ailleurs d'envoyer son émissaire arbitrer les négociations, Caroline Baudry. Il est temps de trouver un accord, écrit Trump en lettres capitales sur son réseau Truth Social, sans quoi sanctions et taxes élevées seront imposées à la Russie. Plus une vie ne doit être perdue, c'est ce qu'il a rappelé lors de sa dernière conférence de presse. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Si vous aviez eu un président compétent, la guerre n'aurait jamais eu lieu. La guerre n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Selon le Wall Street Journal, le lieutenant-général Kes Kellogg, vétéran du Vietnam, est envoyé spécial en Ukraine. Sa mission est de mettre fin à la guerre en 100 jours. Ce pro-Trump ultra-loyal, connu pour sa trop grande discrétion, a coécrit un plan de paix en 3 points. Refuser l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, alléger les sanctions contre la Russie et couper l'aide militaire à Kiev si Zelensky refuse de négocier. Un mélange de pain d'épices et de fouet balaye un média russe pro-Kremlin qui traite Kellogg de relique de la guerre froide. Cela ne présage rien de bon, souligne le journal américain, alors que les négociations n'ont même pas débuté. Caroline Baudry. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h09. C'est l'un des personnages phares de Tintin, Chang Chong-jen, dans le Lotus Bleu. C'est celui qui est sauvé de la noyade et qui va se lier d'amitié avec le célèbre reporter, artiste voyageur. C'est le titre du livre sur sa vie, car oui, il a bien existé. L'ouvrage est même signé de sa fille, Chang Yifei, Sébastien Bordenave. Sorti récemment, l'album de Tintin, le Lotus Bleu, colorisé version 1936, est actuellement numéro 1 des ventes en BD. La vraie vie de Chang Chong-jen est aussi passionnante que la légende. Né la même année qu'Hergé, il meurt à 91 ans à Nogent-sur-Marne, naturalisé français. Le peintre, aquarelliste, sculpteur est celui qui a guidé Hergé pour éviter les raccourcis et autres approximations quand il s'agit de dessiner un peuple et son histoire. Si Tintin attendra un peu plus de 20 ans pour revoir Chang dans Tintin au Tibet, Hergé, lui, retrouvera le vrai Chang 46 ans après leur dernière rencontre. Émotion de retrouver celui qui l'a convaincu de passer à l'encre de Chine. Et au fait, ça veut dire quoi Lotus Bleu ? Eh bien Chang répond « Rien. Le lotus, c'est blanc ou rose. Le bleu est un choix d'Hergé, sans doute pour évoquer la fumerie d'opium. » Dans le Lotus Bleu, Chang dit à Tintin « À deux, nous serons plus forts. » Voilà une phrase qui aurait pu être prononcée dans la vraie vie par les deux amis. D'ailleurs, qui nous dit qu'elle ne l'a pas été ? Sébastien Bordenave. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Béatrice Brugère est l'invitée de Sonia Mabrouk.